Photographier la nature, c'est bâtir une passerelle entre la fascination et la prise de conscience. C'est aussi une manière de préserver la beauté du vivant et de transmettre des récits capables de nous ouvrir les yeux. Je m'appelle Yvan Quérin, zoologiste et photographe. Et depuis plus de 13 ans, j'explore les coins les plus sauvages de la planète, où chaque instant capturé est un trésor autant qu'une alerte. Nous sommes face à un effondrement silencieux. Des espèces disparaissent à un rythme sans précédent. Mais il est encore temps d'agir. Chaque geste compte. Chaque décision peut contribuer à inverser la tendance. Dans cette aventure, nous allons mêler science et savoir culturel. Parce que mieux comprendre la biodiversité, c'est se donner les moyens de mieux la protéger et enfin d'assurer son avenir. Je suis actuellement dans le désert, au sud de la Californie, et je vais vous emmener avec moi dans une aventure incroyable où on va aller au plus proche des animaux les plus emblématiques de l'Ouest profond. Les mustangs, les crotales, les araignées, et peut-être même les aigles. Et pour ça, je vais aller interroger divers spécialistes, des biologistes, des écologues, des bénévoles associatifs et aussi des natifs américains qui vont, je l'espère, nous donner une leçon sur leur propre vision du vivant. Alors suivez-moi dans cette aventure, parce que vous allez en prendre plein la vue. Désert aride, forêt tempérée, grande vallée centrale, littoral californien. Nous traverserons tous ces écosystèmes pour aller au plus près des animaux sauvages. Ces espaces remplis de fleurs et d'animaux étaient si bien préservés par les peuples natifs que les Européens pensaient arriver sur une terre sauvage. Aujourd'hui, ces écosystèmes sont fragilisés et les animaux en paient le prix fort. Ils n'ont plus de place à cause de l'urbanisation et de l'exploitation des terres. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore tenter de protéger ces derniers trésors de la nature. Dans cette montagne où toute vie est sacrée, je pars rejoindre Bud. Appartenant au peuple Kupeño, il transmet sa culture en enseignant sa langue. Marcher à ses côtés, sur ces terres ancestrales, m'inspire un profond respect. Est-ce que vous pouvez vous présenter, et peut-être même dans votre langue native? Nateo Bud Machado, Na'an Palanach, Ma Kupanachwish. J'enseigne la langue native dans la communauté. Cela fait partie du processus de revitalisation du centre culturel et d'apprentissage de Kupa. Nous voulons aider à ramener la langue native dans la région. Nous voyons à travers le prisme de la culture, de la langue, que les arbres, les océans, la terre, les rochers sont tous des symboles, des êtres vivants à part entière. L'arbre est un être vivant. Nous le respectons comme nous respectons nos grands-parents. Certaines personnes ont perdu ce respect. Ce n'est pas mon cas. Je respecte la plus petite fourmi. Je respecte les arbres et la nature. J'espère que les jeunes générations pourront également ressentir cela. J'étudie les animaux tout autour du monde et je suis venu ici pour essayer de les comprendre, mais autrement que par le biais de la science. Par exemple, j'aimerais en savoir plus, moi, sur les aigles, mais de votre point de vue à vous. Il y a beaucoup de chansons pour les animaux. Beaucoup d'entre elles les célèbrent et parlent des animaux. L'aigle était l'animal le plus sacré dans notre culture. On le nourrissait, on dansait et chantait en son nom, et on organise encore une cérémonie chaque année pour lui. Pour les natifs américains, le monde des hommes et celui des animaux ne font qu'un. Chaque année, ils célèbrent cette union lors de Powwow, des rassemblements où les cultures autochtones s'expriment. Les chorégraphies des danseurs s'inspirent directement des comportements du règne animal. Et on sent très vite à quel point l'observation de la nature a été minutieuse. Je quitte la terre de Bud, direction Big Bear Lake. Cet écosystème unique entre forêt de pins, montagnes et milieu aquatique est un paradis pour les oiseaux, et surtout pour les amateurs de chair de poisson comme le pigargue à tête blanche que je cherche maintenant depuis plusieurs heures. Je vais rencontrer Rebecca O'Connor, experte de ce rapace mais qui est encore bien loin d'ici. Ça me laisse une petite chance de photographier le pigargue dans son milieu naturel.
Vous avez vu comme moi. Le truc décollé là. Il était posé là et il est parti dans cette direction. Ce sont les premiers animaux que j'ai côtoyés en tant que zoologiste. Sauf qu'à l'époque, c'était en captivité. Aujourd'hui, les voir voler librement, c'est juste extraordinaire. Alors celui-là, c'est vraiment un jeune. Il n'a pas le même plumage que les adultes. Il développe vraiment la tête blanche, le bec jaune et les plumes caudales, donc les rectrices blanches, avec un corps vraiment marron foncé, qu'à partir de l'âge de 4 ou 5 ans. Alliaetus leucocéphalus. C'est tellement stylé comme nom scientifique. Il provient du grec ancien. Alia signifie la mer et aethos signifie aigle. Quant à leucocéphalus, il vient de leuco, qui veut dire blanc, et céphalus qui fait référence à l'encéphale et donc la tête. Ce qui se traduit littéralement par aigle des mers à la tête blanche. En langue native coupeño, il est appelé achouette. Il vient de regarder la caméra, mais pile poil dans l'axe. Ah la vache, il est en train d'avoir les premiers rayons du soleil sur le visage. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Regarde les corbeaux doivent être en train de nidifier et on est en plein hiver, forcément ils couvrent pas les aigles. C'est les corbeaux qui sont en train de s'unir pour chasser les aigles. Vous avez vu un petit peu les interactions, c'est magnifique. Ça y est, il décolle. Et il décolle dans l'axe de l'arbre. Quel magnifique animal! Le pigargue à tête blanche est l'emblème de ce pays, et pourtant il est constamment menacé. Empoisonnement par des déchets, pollution, chasse illégale, réduction de son habitat. Dans les années 60, il a même frôlé l'extinction. Ça, je pense que c'est une des plumes principales. Il y a 3 rangées, les primaires, les secondaires, les tertiaires. Ça, je pense que c'est la secondaire ou la tertiaire. Mais ouais, ça, c'est pigargue. Tu vois, le rachis qui est large, avec ici, là, sur le rachis, toujours la couleur blanche et marron qui vient se mettre, et puis le vexil, donc les ventailles, ce qu'il y a autour du rachis. Donc en fait, tu vois, ce ménisque-là, ça veut dire qu'en fait, toute la partie en dessous, donc tout ça, là, c'est sous la peau. Donc, quand tu lui arraches les plumes, bah, tu vois, il y a tout ça qu'on lui arrache. Eh ben, on va continuer l'exploration des lacs. Et puis on va aller à la rencontre de Rebecca O'Connor, qui est spécialiste des rapaces. Et qui est juste là d'ailleurs, tiens. Rebecca O'Connor consacre sa vie au monde naturel. Avec son association, elle a mis en place un ambitieux programme de préservation des grands rapaces. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment heureux de rencontrer Rebecca. Son engagement pour la préservation du pigargue à tête blanche bénéficie à tout l'écosystème. Car ce magnifique prédateur rend service, et même à ses proies. Tous les rapaces sont importants dans l'écosystème. Ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils s'attaquent à d'autres espèces et les espèces qu'ils attaquent deviennent plus résistantes en tant que population parce que les aigles choisissent principalement les plus faibles, les plus lents et les plus malades. De cette façon, les plus forts survivent. J'ai eu ça ce matin. Regardez. Oh, est-ce qu'il tient un poisson? Vous pensez que ce sera suffisant pour lui? Pour une journée entière? Un seul poisson? Ça dépend de la taille du poisson. Et ils vont aussi en voler à d'autres oiseaux. Ils préfèrent même voler aux autres plutôt que de pêcher par eux-mêmes, ce qui est un choix plutôt intelligent. Les pigargues à tête blanche ont failli disparaître. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sauvés. Comment vous avez fait? La menace la plus problématique, c'était les pesticides DDT. Ils ont entraîné une période où nous avions très peu de pigargues, voire aucun. Ce pesticide amincissait les coquilles et lorsque les pigargues à tête blanche allaient couver leurs œufs,
Ils les écrasaient. Chaque année, moins de naissances, donc la population de pigargues diminuait. Lorsque nous avons compris ce qui se passait et que nous avons interdit le DDT, cela a aidé. Mais il y avait encore très peu de pigargues. Des projets d'élevage ont donc vu le jour et nous avons relâché des rapaces dans la nature. Ça a permis d'en augmenter le nombre. Finalement, au début des années 2000, nous avons réussi à les retirer de la liste des espèces menacées. Et je pense que c'est très important, car nous avons besoin de réussite, n'est-ce pas? Cela prouve que nous pouvons y arriver. Quelque chose d'incroyable et de très rare à observer, c'est la danse nuptiale chez les pigargues à tête blanche. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce magnifique comportement? Bien sûr, c'est incroyable. Les pigargues s'accouplent pour la vie. Ils ont beaucoup de comportements qui permettent de renforcer ce lien de couple. Ils s'entraident et ils dessinent de magnifiques cercles dans le ciel. Mais le plus beau de leur comportement est un très rare moment où ils exécutent une danse nuptiale qui semble physiquement impossible. Ils s'agrippent l'un à l'autre de sorte que leurs serres se verrouillent et ils tombent en tourbillonnant dans le ciel. Et alors que vous pensez qu'ils ne vont pas lâcher prise et qu'ils vont heurter l'eau ou le sol, ils se séparent et ils reprennent leur danse. Toujours imprégné de ma rencontre avec le pigargue, j'arrive au cœur des grandes prairies californiennes, dans le sanctuaire de Return to Freedom. Voilà, ce sont eux que je suis venu voir, les Mustangs de l'Ouest américain. Le nom scientifique Equus ferus caballus se décompose ainsi. Equus signifie en latin cheval et ferus signifie sauvage. Quant à la sous-espèce caballus, ce terme se traduit par cheval domestique. Equus ferus caballus signifie littéralement cheval sauvage domestiqué. En Coupeño, le cheval se nomme pachuca. Selon certaines légendes, les chevaux étaient des esprits libres, nés des vents de l'Ouest. Alors que dans d'autres récits mythologiques, les chevaux sont souvent associés à d'autres créatures. Ils pensaient que c'était un élan. Quand les premiers hommes ont vu le cheval, ils l'ont appelé Pachuca. Le mot Pachuca peut vouloir dire cheval, mais il peut aussi se traduire par le grand élan. Ils se déplacent en troupeau. Vous voyez comment ils sont? Des petits groupes de plusieurs individus qui forment une même horde. Ils sont entre amis, en famille. Ils sont comme nous, en fait. Et ici, ils sont pas pour chasser. Ici, ils ont la paix. Si 470 Mustangs s'épanouissent sur ces collines, c'est parce qu'une femme en a fait un sanctuaire. Return to Freedom. Et je crois d'ailleurs que c'est là où il y a le cheval le plus emblématique que je connaisse, Spirit. Je crois que c'est celui-là. L'association de Neda des Maillots agit en permettant aux Mustangs de mener une vie presque sauvage. J'y retrouve une de mes idoles d'enfance, Spirit. Ce bel étalon a inspiré les studios DreamWorks pour son dessin animé sur la lutte contre l'exploitation et le combat pour une vie libre en harmonie avec la nature. Imaginez, sentir son souffle sous mes mains, c'est juste incroyable. J'ai l'impression d'avoir grandi avec lui. Et ça me rappelle les magnifiques soirées en famille que je passais avec mes frères et sœurs, à regarder ce dessin animé probablement en boucle. Ces aventures sont certainement une des raisons de mon engagement. On oublie qu'avant d'être domestiques, ils étaient sauvages. Même aujourd'hui, les chevaux continuent de survivre dans certaines des régions les plus isolées où les conditions sont particulièrement rudes.
Mais si Return to Freedom, c'est un sanctuaire, ça veut dire que sur les chevaux, il y a encore des menaces. Ils sont menacés en permanence. Les gens peuvent avoir un droit de pâturage sur les parcelles et y placer leur bétail. Et comme ils veillent à ce que leur troupeau ait de l'eau et de l'herbe, ils régulent la population de chevaux en les rassemblant à l'aide d'hélicoptères, puis ils les retirent du territoire. Neda se bat pour mettre fin aux séparations arbitraires des familles. Sa détermination se ressent. Les sanctuaires sont essentiels, car nous cherchons à rassembler les étalons et les juments pour qu'ils puissent y vivre en harmonie, car ils sont porteurs d'émotions, comme nous. Ils choisissent leurs partenaires et leurs relations. Lorsque nous réunissons des chevaux, ils se retrouvent, se reconnaissent immédiatement et restent ensemble. Ces animaux sont si bien adaptés à ces grandes plaines qu'ils semblent avoir été là de tout temps. Pourtant, l'histoire propose deux versions. Certains affirment que le cheval a toujours été là, tandis que d'autres soutiennent qu'il est arrivé avec les missionnaires et les conquistadors espagnols. Mais ce que nous savons, c'est que le cheval est né sur ce continent, qu'il a évolué ici et qu'il s'est adapté aux conditions locales, avant sa supposée disparition, il y a environ 10 000 ans. Le cheval est donc bien indigène. Le cheval était présent auprès des Amérindiens depuis la nuit des temps. En 2023, une étude publiée dans la prestigieuse revue Science, signée par 87 scientifiques, dont des chercheurs autochtones, confirme, grâce à des analyses archéologiques, que les peuples natifs d'Amérique ont côtoyé et domestiqué les chevaux bien avant l'arrivée des Européens. Cette recherche réécrit l'histoire. Les autochtones ont gravé sur les parois leurs compagnons de chasse et de voyage. Le cheval a été à leur côté à chaque étape. Même aux heures les plus sombres, sa fidélité ne s'est jamais démentie. Dans les années 1800, les pistes des larmes ont commencé. Un épisode horrible. C'était une relocalisation forcée des tribus, les poussant à marcher sur des milliers de kilomètres jusqu'aux réserves en Oklahoma. Certains chevaux, des petits poneys, portaient 3 ou 4 personnes sur leur dos. Une fois arrivés, le gouvernement a ordonné l'extermination des chevaux en prétextant une éradication de tiques. Ils ont tué les chevaux et ceux qui ont survécu se sont enfuis dans les montagnes. C'est pourquoi on en retrouve encore aujourd'hui. Heureusement, mais heureusement qu'il y a des coins comme celui-là, en fait. Quand on vient de la ville, on est quand même obligé de voyager pour se rendre compte que ces endroits, ils existent pour de vrai. Je crois que la coexistence fait partie de notre nature. Nous nous sommes égarés. Mais je pense que les choses doivent changer. Sinon, nous aurons du mal à survivre. Mais il y a toujours de l'espoir. Je vous regarde, vous, votre génération, et je vois cet espoir. Neda a raison. Notre force, c'est l'espoir. Celui que bientôt les hommes cesseront leur folie et rendront au vivant toute sa place. Jusqu'aux animaux mal aimés, ceux que l'on craint. Et dans lesquels pourtant, je vois toute la beauté du monde. Les écosystèmes forestiers et riverains de Sacramento abritent une biodiversité remarquable. Grâce au climat tempéré à cette latitude, j'ai la chance d'avoir trouvé une superbe femelle crotale venue se thermoréguler sous les derniers rayons du soleil. Dans quelques jours, elle entrera en hibernation. Crotalus vient du grec ancien krotalo, ce qui signifie cascabelle ou hochet. Ce mot fait référence à la sonnette distinctive de ces serpents, un mécanisme d'avertissement unique. L'épithète Oreganus indique son aire de répartition géographique, qui inclut non seulement l'Oregon, mais aussi d'autres parties de la côte ouest des États-Unis. Le nom Crotalus oreganus peut être interprété comme serpent à sonnette originaire de l'Oregon.
En coupeño, le serpent se nomme Chewat. Michael Starkey est biologiste. Il a fondé l'association Save the Snakes pour sensibiliser le public à la préservation de toute la faune. Même les animaux qui font peur, qui, si on les connaît, peuvent s'avérer de véritables alliés pour les hommes. Il aide les agriculteurs en mangeant des rongeurs. Et lui-même est mangé par les faucons et les coyotes. Donc si les hommes apprenaient à coexister avec eux, notre planète serait bien plus agréable à vivre. Quand on parle de santé de la planète et d'équilibre du vivant, c'est à Bud que je pense. Le serpent terrifie beaucoup de gens, mais lui, c'est exactement ce qu'il faut faire quand il en rencontre un. Je le laisse tranquille, à part s'il risque de blesser quelqu'un. À ce moment-là, je tente de le déplacer en le manipulant avec précaution. Les serpents nous sont utiles au quotidien, mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Et certains sont prêts à les tuer. Donc, je fais l'effort de les déplacer vers un endroit plus sûr pour eux. J'adore la façon dont elle agite sa langue, très lentement. La langue bifide du serpent, donc partant dans 2 directions, est un capteur efficace. Quelques secondes suffisent pour recueillir toutes les informations olfactives et les envoyer au cerveau. S'il identifie une menace, contrairement à ce qu'on croit, le crotale n'attaque pas. Donc la sonnette, c'est le prolongement du corps du serpent qui est fait en kératine, donc la même matière que les ongles et les cheveux, et qui pousse en continu pendant toute la vie du serpent. Est-ce que vous pouvez nous parler de son utilité? Lorsque vous vivez dans une zone peuplée de gros animaux, c'est important de se signaler. Hey, ne marche pas sur moi, reste où tu es. C'est pour ça que j'appelle le serpent à sonnette le serpent le plus poli de la planète. C'est parce qu'il vous fait savoir qu'il est là. C'est un avertissement, mais c'est un doux rappel pour prévenir les gens qui l'approchent qu'il faut lui laisser de l'espace. C'est génial. Ce champion du camouflage chasse à l'affût et lorsqu'il repère une proie, il agit très rapidement. Lorsqu'un serpent à sonnette attaque, premièrement, il enroule son corps puis il frappe pour attaquer sa proie. Deuxièmement, il ouvre la bouche et propulse ses crocs vers l'avant. Troisièmement, les glandes à venin qui se trouvent derrière les muscles se compriment et compressent le venin dans un canal. Pour finir, en 4e étape, le venin est injecté dans la proie et il se déplace à la vitesse de l'éclair. L'animal infecté peut mourir en quelques minutes. Et il est important de rappeler que son venin ne nous est pas destiné. Et bien que la morsure de serpent puisse être mortelle pour les humains, ce venin est fait pour ses proies. Il ne veut pas utiliser son venin pour nous blesser. Oui, ça lui coûte cher. Fabriquer du venin demande beaucoup d'énergie. Mordre un humain, ce serait le dépenser pour se défendre et non pour se nourrir. En fait, la plupart des morsures de serpents sont des accidents. C'est la raison pour laquelle nous informons la population sur les réflexes à adopter pour que les serpents puissent jouer leur rôle dans l'écosystème. Du serpent à sonnette, en passant par le mustang et le pigargue à tête blanche, tous tiennent un rôle primordial dans l'écosystème. Protéger leurs habitats est donc essentiel. Face aux menaces pesant sur le monde naturel, les populations autochtones, gardiennes traditionnelles de ces terres, sont plus que jamais les plus efficaces pour leur conservation. Hi Kurt. Kurt, biologiste de la vie sauvage sur les terres coupeño, m'explique à quel point les natifs américains sont profondément liés à la nature. Ils étaient liés à la Terre, et la Terre était liée à eux. Certaines de ces espèces ne se trouvent que sur l'un des sommets de ces montagnes. Certains insectes, par exemple, ont évolué et se sont adaptés pour vivre dans une seule et même fleur. Si nous en perdons une des deux, nous perdons définitivement les deux espèces. Et comment la culture native américaine peut aider à protéger l'environnement? Cette montagne est cruciale pour la faune et la flore. Elle reste verte toute l'année et des aigles y font leur nid. C'est une merveilleuse zone d'habitat à ciel ouvert, mais c'est aussi une montagne sacrée. Le mont Grégory est aussi appelé Chocla dans la langue indigène. Vous voyez derrière nous ce magnifique rocher médicinal? C'est un site rituel historique, un lieu de rencontre pour les peuples indigènes de la communauté. À un moment donné, quelqu'un a failli acheter la propriété voisine pour y installer une décharge. Les habitants de Paula et d'autres communautés ont fermement tenu bon. Et ils ont pu racheter cet espace afin d'éviter qu'il y ait cette décharge. Ils ont pu préserver cette terre pour la nature, mais aussi pour leur culture. Il y a de la vie partout,
Ici, dans la vallée de Coachella, un écosystème désertique unique, les vents puissants et l'aridité pourraient laisser croire qu'aucune vie n'est possible. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose ici. Je le sens, je le sais, il y a des mygales. Et je veux en trouver une. Ah, je peux pas m'empêcher de dire que sur n'importe quel rocher qu'il y a ici, il y a des animaux que je peux pas voir parce que les rochers, ils pèsent une tonne. Oh mon Dieu. Ça, typiquement, la tubulure bien homogène comme ça, et puis la toile sur le côté, ça doit être une mygale du genre Aphonopelma. Alors, laquelle espèce, je sais pas, mais... Alors, on va essayer. Rapidos, et puis si ça marche pas, bah ça marche pas, c'est comme ça. Au moins, j'aurais trouvé un terrier, je serais content. Non. Non, il y aura rien. Ah, mais il y a de la vie. Si les araignées suscitent peur et rejet en Occident, les Amérindiens ont fait d'elle une créature divine. Plusieurs tribus l'intègrent de manière significative dans leur mythologie. Chez les Hopis, l'araignée est personnifiée par la femme araignée, une figure hybride qui aurait créé le cosmos en tissant des nuages et des arcs-en-ciel sur un immense métier à tisser. Mais comme la mygale a préféré rester dans son terrier, je dois me rendre à l'université de Davis, au laboratoire d'Emma Yoakim. Elle est arachnologue spécialiste des espèces californiennes. Mygale Aphonopelma spp. Cette désignation scientifique englobe toutes les espèces du genre Aphonopelma présentes en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Leur nom vient du grec aphonos, signifiant silencieux, et enfin pelma, ou plante du pied, en référence à leurs pattes adaptées à un déplacement feutré. Ces arachnides, variant entre 5 et 12 cm et allant jusqu'à 85 grammes, sont des prédateurs bien adaptés à leur environnement. Je pense que le rôle principal qu'elles jouent dans l'écosystème, c'est celui de manger les insectes. On estime qu'elles en mangent entre 400 et 800 millions de tonnes chaque année. Sans elles, nous serions tout simplement envahis par les insectes et les parasites. Les araignées nous protègent donc des parasites et des maladies qu'ils transmettent. Elles nous ressemblent bien plus qu'on ne le pense. Chez les araignées, les femelles veillent énormément sur leurs petits, en prodiguant des soins parentaux. Est-ce que vous avez des exemples pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a beaucoup d'espèces, mais... Sûr, on trouve des exemples de soins parentaux chez les mégalimorphes et les aranéamorphes. Il existe également quelques espèces de mygales vivant en communauté, dans lesquelles on observe des frères et sœurs, voire des mères, qui vivent ensemble sur une toile. Ils attrapent des proies ensemble et les mangent ensemble, comme un repas de famille. C'est donc un excellent exemple qui montre que nous sommes proches des araignées, car en tant qu'humains, nous aimons aussi être en société et en famille. Une notion qui est souvent peu abordée, c'est la notion de disparition des araignées. Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles? La principale menace qui pèse sur les mygales, c'est la dégradation de leur habitat. Cela peut prendre de multiples formes. Par exemple, la fragmentation de leur territoire due au développement des humains réduit leur zone de répartition et rend beaucoup plus difficiles les interactions entre différentes populations d'araignées. Ça réduit les possibilités de rencontres, de reproduction, voire de survie. Un autre problème, c'est la collecte excessive de mygales pour en faire des animaux de compagnie. Les gens aiment énormément les couleurs vives de certaines espèces. Il y en a de très jolies, et même s'il est difficile de les élever en captivité, les gens les ramassent à outrance, ce qui en laisse moins dans la nature. C'est dingue à quel point les gens n'aiment pas les araignées, alors que quand on finit par les observer, ça devient très vite super mignon. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste une petite boule avec plein de pattes autour, comme ça, qui est toute fluffy, toute poilue, et nous on en a peur. Est-ce que c'est un monstre? Pas du tout. C'est un animal qui est hyper poétique, qui est très vulnérable, c'est très fragile une araignée, très fragile. On se rend pas compte, mais là, si elle tombe de là, elle peut se faire très mal. Emma m'emmène sur un site de recherche bien particulier, celui de l'espèce qu'elle étudie spécifiquement. Les fameuses mygales trappes d'or de la famille des Alonoproctidés.
Ces architectes ont un talent incroyable pour construire leurs tanières et élaborer leurs pièges. Le terrier du mygale, ça a plusieurs fonctions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne celui-là? Lorsqu'elle est jeune, l'araignée quitte le terrier de sa mère et commence à construire le sien. La plupart du temps, elle reste dans le même terrier et l'élargit au fur et à mesure qu'elle grandit. Il devient sa maison. Elle le tapisse de soie pour réguler l'humidité et elle le construit dans le sol pour aider à réguler sa température. Puis elle construit cette porte. Puis elle ajoute même des matières végétales ou utilise de la soie pour étendre son rayon sensoriel. C'est de cette façon qu'elle est capable de sentir les insectes marcher près de son terrier. Une fois qu'elle perçoit ces vibrations, elle sort simplement ses pattes avant, attrape la nourriture et retourne se mettre en sécurité à l'intérieur. C'est de simuler une proie qui tombe. Est-ce que vous avez un message par rapport à ces animaux qui sont probablement les plus mal aimés sur la Terre et injustement? Je pense que tout le monde devrait prendre le temps d'en savoir un peu plus sur les araignées. Il y aura toujours une espèce ou un groupe auquel chacun pourra s'identifier. Elles sont tellement nombreuses. Il existe forcément une araignée pour chacun de nous. Ouais, il y a assez d'araignées pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Plage de la Roya dans la baie de San Diego. Cet écosystème côtier est incroyablement riche et diversifié. Canyon sous-marin profond, site de nidification pour les oiseaux, c'est idéal pour observer la saison des amours chez les cormorans. Les otaries, aux vocalisations multiples, se prélassent sous le soleil d'hiver. Pattes et museaux à la surface, c'est la position idéale pour réguler leur température. Elles se saluent par le museau, car il est l'émetteur et le récepteur de toutes les données dont elles ont besoin. Elles prennent la chaleur où elles la trouvent, le corps d'une autre fera très bien l'affaire. Le nom scientifique de l'otarie de Californie est Zalophus californianus. En grec ancien, za signifie intensité. Lophos veut dire crête ou crinière. Ce nom fait référence à la crête osseuse proéminente que les mâles développent sur leur crâne. Quant à Californianus, c'est un adjectif latin qui signifie tout simplement originaire de Californie. Il indique l'aire de répartition de cette espèce. Donc en somme, Zalophus californianus peut se traduire littéralement par crête intense de Californie. Il n'existe pas de traduction en coupeigno car elles vivaient loin de leur terre. Ce mammifère marin vit en colonie de 250 individus, activement protégé depuis 2015 par le Sierra Club Seal Society de San Diego. Robin Davidoff en est une des bénévoles. Elle est la personne idéale pour répondre aux questions sur les otaries. C'est la crèche des otaries. C'est le seul endroit sur la côte ouest de la Californie où les otaries mettent au monde et élèvent leurs petits. Nous avons ici une toute petite colonie d'environ 250 otaries qui vivent leur vie. Chaque année, nous accueillons environ 50 bébés. Si les femelles otaries viennent mettre bas sur cette côte, c'est parce qu'à quelques brassées seulement se trouve un canyon profond de 245 mètres. Elles peuvent donc s'y nourrir de poissons de haute mer sans laisser leurs petits seuls trop longtemps. Ces adorables créatures, malheureusement, sont exposées à beaucoup de risques dont certains proviennent des humains. Les gens s'approchent trop près. Ils veulent caresser les bébés otaries et cela modifie leur odeur. Quand la maman revient de la pêche, elle appelle son petit, il répond, mais au moment où elle touche son nez, elle doute. Je ne suis pas sûre, je ne vais pas te nourrir parce que je ne veux pas gaspiller mon lait. Elle abandonne donc son bébé. Il ne sait pas nager, il ne sait pas pêcher. Comme il ne fait que téter du lait depuis 4 mois, il meurt. Toujours plus près, toujours plus intrusif. Le public envahit sans cesse l'espace vital des otaries. En 2021, Robin et son équipe ont documenté ces comportements dangereux.
Grâce à ce travail de recension, elles ont obtenu des autorités une interdiction totale d'approcher les otaries pendant la période de reproduction. Sans ce travail que nous avons mené avec la ville et l'État, nous serions témoins des centaines de personnes dérangeant les otaries. J'imagine que ça a une relation avec les réseaux sociaux, donc ça impacte énormément le comportement de l'être humain vis-à-vis de ces animaux. Oui, les réseaux sociaux ont vraiment empiré la situation, car tout le monde veut sa photo, son selfie, souvent de très très près. C'est sûr qu'elles sont mignonnes et qu'elles ont l'air adorables, mais elles sont sauvages. Je suis frappé du nombre d'individus portant les stigmates de rencontres avec les outils des hommes. Les dangers ne se limitent pas aux côtes et au grand public. Au large aussi, les risques sont nombreux. Si l'otarie se fait attraper dans une ligne de pêche ou un piège, elle peut nager avec, le traîner sur des kilomètres, se fatiguer et se noyer. SeaWorld Rescue est ici. Il faut que j'aille leur parler de ce petit bébé. Ce matin, Robin a alerté l'association SeaWorld au sujet d'une toute jeune otarie isolée. Vous pouvez la prendre? On doit avoir le feu vert. C'est pour ça que j'attends. La ville a donné son autorisation. Les experts peuvent pénétrer la zone et recueillir la petite orpheline. Même si c'est pour les sauver, finalement, c'est toujours dur de les voir se faire capturer. Et que va-t-il se passer maintenant pour la petite otarie? Ils la ramènent dans leur camion. Ils ont une cage à l'intérieur, comme pour les chiens, et ils la mettront à l'abri. Ils la ramèneront à leur hôpital, ils l'évalueront et détermineront si elle a besoin de médicaments. Comme elle est jeune et assez petite, ils vont probablement la garder jusqu'en avril. Ils ont d'autres otaries qui lui apprendront à pêcher. Et lorsqu'ils la relâcheront, ce sera dans cette zone, avec les autres, afin qu'elle puisse trouver une colonie et y élire domicile. Quand elle reviendra de ces quelques mois de convalescence, la petite otarie aura une nouvelle famille pour la guider dans son écosystème, lui enseigner les règles de la colonie et lui apprendre à chasser. Je fais partie d'une génération qui a envie de faire des choses pour l'environnement. Est-ce que vous avez un message à lui partager? Impliquez-vous. Je suis tombée amoureuse d'elles et j'ai ressenti le besoin de les protéger. J'ai appris au fur et à mesure. Alors à vous, la jeune génération, je vous dis, agissez, préservez-la pour vous. Depuis que j'ai commencé ce voyage, j'ai énormément appris de toutes ces rencontres. Ces femmes et ces hommes qui agissent pour protéger un animal protègent tout le vivant. J'ai très envie de rejoindre les otaries dans leur élément. Et peut-être qu'avec un peu de chance, elles viendront vers moi. Au moment d'entrer dans l'eau, je pense à tous ceux qui nous ont précédés il y a bien longtemps de cela. Les Chumash étaient les peuples natifs des côtes de la Californie. Quand ils chassaient une otarie, ce n'était jamais en période de reproduction. Ils mangeaient sa viande, tannaient sa peau et fabriquaient des objets avec ses os. Véritable alter ego, ils observaient leur méthode de chasse et les suivaient pour débusquer les endroits poissonneux. Quand je les vois nager, je comprends que leur squelette est très complexe. Elles ont 7 vertèbres cervicales, 15 thoraciques, 6 lombaires, 3 sacrées et 10 à 20 caudales. Leur souplesse est incroyable. Elles sont hyper à l'aise. Et toi, t'es là, t'es en train de galérer à devoir passer au-dessus ou en dessous d'une vague. Et elles, non, elles sont là à plus de 30-40 km/h dans l'eau, fuselées. Et elles passent autour de toi, tu les sens passer dessous au niveau de tes jambes. Tu te retournes, en fait, il y en a 2 derrière toi, 3 devant. Là, t'arrives sur le rivage, il y a des mâles qui sont en train de se battre. En fait, c'est une chance de pouvoir observer ça encore ici à l'état sauvage, tu vois. C'est génial, c'est une chance qui nous est donnée, c'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut préserver, en fait. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre.
Les otaries californiennes et les phoques sont des nageurs remarquables. Sur le plan morphologique, leurs différences tant crâniennes qu'auditives sont significatives. Le crâne des otaries, par exemple, est allongé avec un museau profilé, tandis que celui des phoques est court et aplati. De plus, les otaries possèdent des oreilles externes bien visibles sous forme de petits pavillons, alors que les phoques, eux, n'ont que des conduits auditifs. Dessiner un squelette, c'est surtout une manière de comprendre en profondeur ce qu'on observe. Il y a énormément d'études et c'est fascinant et je trouve ça génial qui renseignent sur l'écologie des animaux et leur mode de chasse et de fonctionnement en regardant juste la denture et le squelette. Et l'ostéologie, donc l'étude du squelette, c'est une manière de savoir vraiment comment vivent les animaux en fait. Il est temps pour moi de quitter les otaries pour me diriger vers Ponte Reyes, une aire protégée sur la côte de Californie. Ici, c'est le territoire du coyote. Autrefois peuplé par les tribus Miwok, ce sanctuaire offre 287 km² de végétation et contient plus de 1500 espèces de plantes et d'animaux. Le coyote y trouve une multitude de petits rongeurs et autres vertébrés comme des reptiles dont il aime se nourrir. Là, l'herbe est verte. Dès qu'il commence à aller pile poil comme par hasard sur ce versant-là, où ça commence à être un peu jaune, ocre, beige, là c'est là que tu les perds complètement. Tu ne vois pas s'ils bougent pas. Capacité à pouvoir se camoufler par le corps, par la couleur, la forme. On appelle ça le cryptisme. Les coyotes, ils se fondent dans leur environnement, surtout par la couleur. Le nom scientifique du coyote est Canis latrans. En latin, canis signifie chien. Ce terme est utilisé pour désigner les animaux appartenant au genre Canis, qui regroupe des canidés comme les loups, les chiens domestiques et les chacals dorés. Le mot latrans signifie qui aboie ou aboyant. En Coupeño, la langue de Bud, il est nommé Isili. Dans les cultures autochtones, il est bien plus qu'un simple animal. Chez les Tongva, les Kawiya ou les Miwok, il est vénéré comme un maître des métamorphoses, un trickster habile, porteur de leçons parfois mystérieuses ou même souvent profondes. Les Coupeño ont également de nombreux contes le concernant. C'est un animal particulièrement sacré pour nous. Il y a beaucoup d'histoires d'animaux en lien avec le coyote, en particulier l'histoire de la création dans laquelle le coyote interagit avec notre créateur. Une histoire de transmission de notre dieu Muka à l'animal. Nous enseignons des leçons de vie à travers les histoires de coyotes. J'espère que vous en apprendrez une. Promesse est faite, j'apprendrai une leçon sur les coyotes. Je pars à la rencontre de Camilla Fox, fondatrice du Coyote Project, et elle a beaucoup de choses à partager sur le canidé. Et visiblement, elle aime les observer autant que moi. Bonjour. Il y a un coyote là sur la colline. Est-ce qu'il est en train de chasser là du coup? Il ou elle chasse, oui. Il cherche des petits animaux ou des rongeurs. Lorsqu'il chasse, le coyote utilise son odorat mais aussi ses autres sens. Ses grandes oreilles lui permettent d'entendre les vibrations des proies sous les branchages. Grâce à son excellente vue, il devance le rongeur dans son déplacement, lui barre la route et le capture en sautant sur place. Cette technique s'appelle le mulottage. Depuis toujours, la nature est une source d'inspiration. De la grâce des oiseaux dans le lac des cygnes à l'élégance des prédateurs dans la warrior dance. Imitant le comportement des animaux, cette danse est également un outil pédagogique qui enseigne les stratégies de chasse. La traque patiente, à l'image du coyote qui s'apprête à bondir sur sa proie.
C'était fantastique. On peut peut-être en observer un peu plus loin. Oui, allons voir. Nous sommes sur son territoire. Et dans ces collines littorales, nous pouvons remarquer sa présence. Il s'agit très probablement d'excréments de coyotes. Ça ressemble à de la crotte de chien. On peut voir des poils dedans. Et la façon dont il se rétrécit à l'extrémité fait vraiment penser aux excréments de coyotes. Ils sont dans le coin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'ils ressentent, leurs émotions? Pourquoi ce sont des animaux extraordinaires? Ce sont des animaux incroyables qui ont la même forme de vie sociale que les loups. Ils sont très attachés à la meute lorsqu'ils sont en groupes familiaux et ils prennent soin les uns des autres. Ils sont généralement monogames, ils s'accouplent pour la vie. Les données scientifiques montrent également à quel point ils sont bienveillants les uns envers les autres. Ces animaux ont des personnalités individuelles et des vies sociales riches. Lorsque les hommes ont recours aux pièges, aux poisons ou à la chasse aérienne, ils les agressent et ils perturbent également leur organisation sociale. Ces actions peuvent entraîner des attroupements de coyotes dans certaines zones géographiques. Les coyotes parviennent cependant à compenser les massacres en augmentant la taille de leur portée et le taux de survie des bébés. Le sujet est tellement sensible pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes. Mais j'ai une profonde aversion pour la cruauté animale. Et pourtant, certains considèrent le coyote comme un nuisible et veulent l'éradiquer complètement. En tant qu'organisation, nous affirmons que le coyote est le plus persécuté, le plus incompris, le plus maltraité des mammifères carnivores sauvages d'Amérique du Nord. Nous estimons qu'au moins 1 demi-million de coyotes sont tués chaque année. 1 demi-million rien qu'aux États-Unis. C'est plus d'1 par minute. En plus d'avoir réussi à faire interdire les tueries de coyotes dans 10 États du territoire, Camilla a mis en place le projet Capture Coexistence avec des photographes du monde entier. La plupart des photographes partagent leurs images de coyotes, de loups et de lynx roux pour nous aider dans notre campagne qui cherche à mettre fin au concours d'abattage d'animaux sauvages. Les victoires sur la bêtise remportées par Camilla sont rassurantes. Finalement, toutes les personnes que j'ai croisées dans cette aventure me donnent la force et le courage de continuer dans ma démarche. Je sens que la nouvelle génération est plus proche de la nature. Elle a plus de respect pour le monde sauvage et nos grands carnivores, parce qu'ils ressentent que nous sommes tous interconnectés. Et cela me donne énormément d'espoir. Mon voyage touche à sa fin. Il m'a apporté tellement plus que je n'espérais. Toutes celles et ceux qui agissent pour protéger le vivant et qui transmettent leur savoir sont une source d'inspiration immense. Les mots de Kurt résonnent encore. Là où les terres sont rendues aux peuples autochtones, la vie renaît. Son combat fait écho à celui de Bud, qui œuvre à préserver la langue de ses ancêtres. Tout au long de mon périple, le recueil d'histoires en coupeigno qu'il m'a confié m'a accompagné, comme un fil invisible entre passé et présent. Son livre m'appelle. Suis-je enfin prêt à entendre la leçon du coyote? Allô, Bud? Allô? J'étais en train de marcher dans les collines, en train de rechercher des coyotes, et j'étais en train de me demander, tu sais le livre que tu m'as donné? En fait, je voulais te demander si tu pouvais me lire un passage sur le coyote dans ta langue. D'accord. Donc, comment les coyotes en sont arrivés là? Wiyaka ku'u piyama pananawan isi ku'u pa amunikal. Pa pahaivanach ku'u angna pa pananawan piyama. Wiyaka ku'u piyama mak paka takish. Isme vi ku'u pa ayuko pa kwapi havishka. Pananawan ku'u piyama ivika aika. Ku'u piyama ya payaka pa kush. Ku'u piyama na papi yenikal wieka pa pahaivanach maku'u kai pamiachwan ismavi patewapi. J'ai l'impression que la Terre est en train de parler. C'est magnifique. Profite. Profite de ton voyage. Prends soin de toi. Mais merci mon ami. Et peut-être la prochaine fois, je parlerai à Coupeño.
Je l'espère. Je serai honoré de l'entendre. Yeah. Natu Yvan. Bon, It's, merci. well, take care, my Prends soin de friend. toi, mon ami.